va remercier quand même Julien Boulan et Yann Collin, respectivement de Bureau Veritas et Rétrofitage 2, d'avoir pris du temps pour nous ce matin, un samedi matin, c'est gentil. Vous allez avoir une présentation de 15 minutes chacun pour du coup présenter voilà, tous les éléments à nos élèves. Et ensuite, cette fois-ci, je m'adresse à vous, les élèves, et puis le public. Il y aura bien sûr un temps d'échange conséquent pour que vous puissiez poser des questions, approfondir tous les sujets qui auront été soulevés. Je vais me glisser derrière, parce qu'en fait, la place sera surtout à nos intervenants. Puis je vous laisse peut-être vous présenter d'abord chacun avant de démarrer les présentations directes. Bonjour à tous, merci beaucoup, merci pour l'accueil, merci pour l'invitation. Ravi d'être ici et en présence de très nombreux jeunes. C'est l'avenir. Je le disais avant, plutôt l'habitude d'intervenir en des colloques ou des conférences où on est à des quadras, des quinquas, des chefs d'entreprise et autres. Donc là, c'est bien d'avoir de la jeunesse, c'est encourageant. Donc moi, je suis Yann Collin, je suis en priorité par rapport à ce qui est noté, le directeur des mobilités vertes au sein du groupe BRNU, donc une entreprise de transport et de logistique. Et en parallèle à cela, je suis président de la coalition Rétrofit H2, qui est une association d'entreprises qui œuvre pour mettre en avant et évangéliser l'hydrogène à travers le rétrofit sur la mobilité. Bien. Bon, bonjour à vous, donc Julien Boulan, société Bureau Veritas. Donc on est société de certification, test et inspection, ça je montrerai très brièvement ce qu'on fait, je pense que le nom est connu. Voilà, pour ma part, je suis très heureux d'être, pouvoir échanger avec vous, partager sur ces sujets-là. Et moi je me focaliserai sur le transport maritime qui est une industrie mondiale, donc qui n'est pas que française, en présentant un peu la réglementation, les leviers technologiques, parler de décarbonisation parce que c'est une industrie qui, comme les autres, doit se décarboner, mais étant internationale, il y a 2-3 subtilités, donc je vais vous présenter un peu des gros chiffres pour que vous ayez les ordres de grandeur. Quand on parle de ces sujets-là, c'est important, à mon sens, d'avoir des ordres de grandeur pour justement dessiner des plans, aller dans les bonnes directions. Voilà, donc transport maritime, j'en parlerai après Yann. Voilà, merci à vous. Donc je vais faire un focus sur le transport routier en prenant l'exemple de la société dans laquelle je travaille. Donc vous voyez l'identité BRNU. Je fais juste un petit récapitulatif sur ce qu'est notre entreprise pour que vous compreniez qu'il n'y a pas simplement les très grosses sociétés de transport comme des Géodis, des Seva ou des XPO, si vous connaissez, qui sont des acteurs dans la mobilité. Nous aussi, en tant que ETI, on a notre rôle à jouer. Vous voyez l'entreprise, 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, ou 275 en 2023, 1800 collaborateurs. On a une flotte de véhicules, c'est ce qui va nous permettre demain de faire évoluer notre flotte de véhicules, de les faire évoluer vers des véhicules zéro émission. Et on a voilà, une présence sur l'ensemble du territoire à travers 70 agences. C'est dommage parce que je ne le vois plus, je ne l'ai plus en tête. Voilà, donc l'idée c'était de vous faire un petit récap sur ouais, je vais descendre. Je pense que ça, j'ai besoin de voir un petit peu ce que j'ai écrit hier dans le train. Et puis je verrai là. Donc l'idée c'était de vous présenter, voilà, vous dire un petit peu qui nous sommes, que nous avons la volonté de décarboner. Alors nos activités, mais bien évidemment nos activités, on les décarbone aussi pour nos clients, puisqu'on n'est pas des philanthropes, on est là pour faire de l'argent, à minimum, pour faire du business. Et ce business, il se fait avec nos clients. Et on a un certain nombre de nos clients qui aujourd'hui nous demandent, recherchent des solutions, parce qu'ils ont dans leur stratégie globale, bien évidemment, une forte demande au niveau de la RSE, et notamment sur la diminution de leur empreinte environnementale. Ils le font pour les industriels, sur les achats, sur la production. Et la logistique et le transport est une composante très importante dans l'idée d'améliorer leur RSE. Donc on se met un certain nombre d'objectifs pour pouvoir y arriver. Alors nous, on se les met, nous, à notre échelle, l'échelle de TI, et on essaye d'aller dans celle, au niveau de ces objectifs, celle de nos clients.
Donc ces objectifs sont en termes de moyens assez limités, hein. On le fait aussi à l'échelle de notre entreprise. Notre entreprise aujourd'hui, on a pour objectif sur 1100 véhicules, 1200 véhicules, d'avoir 50 véhicules zéro émission d'ici 2025. Alors vous allez me dire, ça fait pas grand-chose, mais c'est déjà beaucoup, puisque aujourd'hui l'offre elle n'est pas non plus très importante par les constructeurs. Et puis le deuxième objectif, c'est comment on arrive à réduire nos émissions de CO2 et sur quelle mesure, sur quel ratio on se fixe pour l'atteindre. Donc on est parti sur moins 25% de CO2 à 2030 au sein du groupe BER, ce qui n'est pas une très forte valeur si on les met en rapport de l'attente de l'Europe ou de la France. Donc aujourd'hui, on s'est mis ce ratio-là, cet objectif-là, qu'on va essayer d'atteindre dans la mesure du possible, puisqu'on ne peut pas non plus décorréler notre aspect économique, c'est-à-dire l'idée de rentabilité pour le groupe BER, avec l'idée de décarboner. On peut avoir l'objectif de décarboner, mais si c'est pour perdre de l'argent ou couler la boîte en 10 ans, ça n'a aucun intérêt. Donc l'idée, c'est d'avoir ces deux objectifs en parallèle. Pour y arriver, on a choisi un mix énergétique, puisqu'on nous a demandé d'intervenir autour des solutions, sur cette table ronde, autour des solutions qui étaient aujourd'hui, qu'on pouvait mettre en œuvre aujourd'hui pour décarboner nos activités, notamment sur la mobilité lourde routière. Donc j'en parlerai après. Je vais vous faire un petit focus sur les solutions qui sont aujourd'hui et à venir, et également les freins à ce déploiement, puisque bien évidemment tout n'est pas rose, et qu'il y a un certain nombre de freins pour accéder à cette décarbonation. Je vous parlais du mix énergétique. Aujourd'hui, c'est notre choix. Aujourd'hui, c'est notre choix d'aller sur un certain nombre de directions, de prendre un certain nombre de solutions. Et ces solutions, elles sont décrites ici sur cette slide. Donc on a quatre grands axes. Le premier, le plus simple à mettre en œuvre, c'est les biofuels, les biocarburants. Les biofuels, aujourd'hui, vous en avez plusieurs. Vous avez deux grandes catégories. Vous avez ce qu'on appelle le B100, donc c'est issu du colza, donc de l'agriculture, en moyenne partie, pour fabriquer du carburant. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle le HVO ou XTL, c'est une dénomination différente pour décrire la même chose. C'est un carburant qui est issu du recyclage d'huile. Je vais le faire de manière très globale, d'huile végétale, d'huile industrielle, d'huile animale, et qui permet, notamment celui-ci, c'est celui que nous avons choisi, de décarboner entre 80 et 90% par rapport au diesel. Donc ça, c'est la première solution. Elle est aujourd'hui commercialisée. Elle génère un surcoût qui est pris en charge par les transporteurs et leurs chargeurs. Et voilà, on a tout de suite la possibilité de mettre dans nos camions, sans transformer nos camions, sans avoir de modifications à faire, on a la possibilité de décarboner très rapidement. La contrainte avec, et j'en parlerai plus tard, c'est le volume de carburant qui est disponible, qui est limité et qui ne sera pas à la hauteur de ce qu'on attend pour remplacer l'ensemble de nos véhicules. Les deux autres technologies, je vais la mettre dans un cadre global, c'est l'électromobilité. Donc l'électromobilité, c'est les véhicules à batterie et les véhicules hydrogène à pile à combustible. Donc nous, on a choisi d'aller dans ces deux directions, dans ces deux solutions, et on a déjà déployé, notamment sur les véhicules à batterie, un certain nombre de véhicules sur notre parc. Et enfin, la dernière solution qui est le biogaz, issu de la méthanisation des déchets agricoles. C'est une solution production qui marche plutôt pas mal avec les domaines agricoles un peu partout en France. La distribution aujourd'hui est assez limitée. Le réseau est au tout début de son déploiement. Donc on l'utilise très peu encore pour l'instant, mais c'est quelque chose qui va se mettre en œuvre dans les mois et années à venir. Donc ça, c'est le mix qu'on a choisi pour atteindre les fameux 25% en 2030. On espère qu'on sera au-delà, mais on pense qu'on sera en deçà des 25%, parce qu'il y a un certain nombre de freins qui arrivent. Juste pour vous faire un petit focus, ça c'est sur l'électromobilité, c'est les véhicules qu'on utilise ou qu'on va utiliser demain. C'est bien d'avoir un visu aussi de ce que c'est bien d'en parler, c'est bien d'avoir
voyez, il y en a 3 qui sont en nos couleurs, 3 photos avec des véhicules à nos couleurs. C'est des véhicules qui aujourd'hui circulent, sont homologués et livrent pour nos clients. Sur les 3 véhicules, donc les 2 du milieu et celui en haut à droite, ce sont que des véhicules électriques, 100% électriques. Parce que c'est la seule technologie aujourd'hui en électromobilité qui nous est proposée. En bas à gauche, et là on va rentrer vraiment dans le cœur du sujet de cette convention, c'est l'hydrogène. En bas à gauche, vous avez un véhicule qui est un véhicule hydrogène à pile à combustible, qui est un véhicule rétrofit. C'est pour ceux qui connaissent ou si vous avez déjà vu ce camion, quoi du moins, cette cabine-là, c'est un véhicule Renault classique auquel on a retiré l'ensemble du moteur, de la boîte de vitesse et des réservoirs et auquel on a implémenté une pile à combustible, un tout petit pack batterie et des réservoirs hydrogène derrière la cabine. Donc ça, c'est des véhicules qui vont arriver en 2024. Ça, c'est une société française qui s'appelle Illico, qui fait cet assemblage, pas de la construction, c'est de l'assemblage, et qui va proposer et qui commercialise, c'est l'un de nos partenaires, ce véhicule. Et nous, ce véhicule-là, on va l'avoir, on a la chance, on va être le premier à l'avoir, et on va l'avoir pour une activité pendant les JO, puisqu'on va intervenir pendant les JO pour transporter un certain nombre de marchandises. Et avec ce véhicule, on va transporter ces marchandises en 0 émission sur le centre-ville de Paris. Donc là, on est sur des véhicules quasi prototypes, hein. On est vraiment au tout début de l'histoire dans l'hydrogène. Mais en tout cas, le groupe BRNU a choisi d'y aller. Et par rapport à ma deuxième casquette, président coalition Rétrofitage 2, Illico fait partie de cette association et on œuvre pour que ces véhicules-là viennent en complément de l'offre constructeur, puisque les constructeurs, dans quelques années, vont proposer, des Iveco, des Mercedes, des Volvo, vont proposer des véhicules neufs, hydrogène, pile à combustible. Mais là, ce n'est pas avant 2025, 2027, 2028. Et ces véhicules rétrofit, là je vous parlais de Illico, il y a des sociétés comme GCK et autres, qui proposent ces véhicules-là qui vont venir en complément de l'offre pour nous, transporteurs, pour pouvoir mettre à disposition de nos clients ce type de véhicule. Donc voilà, j'ai fait un petit focus sur ce qui va nous permettre de décarboner et ce qui va nous freiner pour décarboner. Et aujourd'hui, vous voyez, les 2 colonnes sont assez équilibrées. Donc on a beaucoup de points qui sont plutôt très positifs. Aujourd'hui, si on prend les véhicules zéro émission, donc des zéro émission, c'est du réservoir à la roue. C'est ce que l'ADEME demande en termes de calcul d'émissions de CO2. Donc nous, on se focalise dessus. On ne parle pas du puits, c'est-à-dire du moment où on extrait l'hydrogène ou l'énergie jusqu'à la tombe, jusqu'au moment où on démantèle le véhicule. On est vraiment sur du réservoir à la roue, l'utilisation du véhicule. C'est pour ça qu'on parle de véhicules zéro émission en France, parce que ce sont les critères de l'ADEME. Donc sur ces véhicules-là, zéro émission, toute la gamme en véhicules lourds est représentée. Voilà, du tout petit véhicule, 3,5 tonnes, jusqu'aux 44 tonnes, c'est-à-dire le tracteur, celui que vous voyez, qui tire des remorques. Donc c'est le gros avantage, c'est qu'aujourd'hui on peut proposer à nos clients un certain nombre de solutions qui correspondent grosso modo à ce que proposent aujourd'hui les véhicules diesel. Je vous disais, voilà, les 100% de réduction des émissions de CO2 par rapport au calcul de l'ADEME, c'est pour nous, pour commercialiser et pour proposer ces solutions à nos clients, c'est un point très 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 positif. Très positif. Je vous parlais de nouvelles énergies complémentaires, donc le biogaz et le biofuel. Point là également positif, puisque si on était uniquement sur le véhicule électrique, on aurait très peu de solutions en termes de volume. Donc ça permet de décarboner, d'entamer la décarbonation de manière un peu plus forte. On a une évolution également permanente des technologies. Moi, ça fait un peu plus de 3 ans que je travaille, parce qu'avant je faisais que du commerce, toujours chez BRNU. Et ça fait plus de 3 ans que je travaille sur cette partie mobilité verte. Et depuis 3 ans, les progrès sont quotidiens quasiment. Parfois, c'est des sauts très importants. Si on prend la batterie, aujourd'hui, on a des véhicules qui ont 350 km d'autonomie, des véhicules qu'on a sur notre parc. On sait déjà que 2025,
ces mêmes véhicules avec une nouvelle technologie de batterie et une seule charge toujours seront à 500 km. Donc on sait que voilà, en l'espace d'1 an et demi, ça bouge complètement. Donc on a on a un bon espoir, c'est que sur la partie hydrogène, on ait ces mêmes avancées technologiques qui vont permettre d'améliorer l'efficience de ces véhicules hydrogènes, parce qu'aujourd'hui c'est un point, comment dirais-je, un peu clivant. L'hydrogène dans la mobilité, voilà, c'est une problématique aujourd'hui. Le soutien de l'État. Alors l'État a choisi de soutenir massivement les véhicules électriques à batterie. Donc ça, c'est une bonne chose, puisqu'on a des subventions aussi aujourd'hui qui nous permettent de diminuer le coût des véhicules. On a une nouvelle taxe qui s'appelle la TIRUERT. Je ne dirai pas dans l'acronyme et je ne vous expliquerai pas dans le détail ce que c'est. En tout cas, c'est une taxe qui vient ponctionner les entreprises qui produisent de l'énergie fossile pour la redistribuer, tout ou partie, vers les nouvelles technologies, les nouvelles énergies vertes. Donc ça permet de baisser le coût des biofuels, de l'hydrogène demain, ou des biogaz. Et enfin, on a énormément de projets, que ce soit des projets industriels, des projets à travers des logisticiens transporteurs, des projets d'écosystèmes autour notamment de l'hydrogène, avec la station de ravitaillement hydrogène, des véhicules, des entreprises qui travaillent en commun pour créer des écosystèmes, parce que ça coûte très très cher et que seul c'est un peu compliqué d'y aller. Et puis on a les freins. Alors les freins ne sont pas les mêmes en fonction des énergies ou des solutions. Ils sont plus importants aujourd'hui par exemple sur l'hydrogène. On a du mal à déployer, à développer les solutions hydrogène auprès de nos chargeurs. Alors déjà d'une parce qu'il n'y a pas beaucoup de maturité, peu d'histoire sur ces véhicules. L'électrique a un peu plus de 10 ans de maturité. Les premiers vrais véhicules électriques avec une vraie autonomie, c'était il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans. C'est Tesla. Tesla qui révolutionne. Là, nous, on avait des voitures, une Zoé qui avait 120, 150 km d'autonomie. Tesla qui arrive avec une voiture qui a plus de 400 km d'autonomie, à un coût plus élevé, certes, mais en tout cas avec une technologie qui révolutionne. Et depuis 10 ans, je vous parlais de saut technologique. Depuis 10 ans, on voit bien que la technologie a énormément avancé. Et qu'aujourd'hui, les véhicules électriques, on ne se pose plus la question de savoir est-ce que je vais pouvoir partir en vacances. Voilà, il y a des bornes, il y a de l'infrastructure, il y a tout ce qu'il faut. L'hydrogène, si on compare l'hydrogène à l'électrique, l'hydrogène a 10 ans de retard par rapport à l'électrique. Alors vous imaginez par rapport au diesel, le diesel, ça fait plus d'1 siècle que ça existe, le thermique. Donc on manque de maturité. On manque de maturité. Le manque de maturité, il y a un effet pervers à cela. C'est comment on est perçu, comment sont perçues ces technologies par les pouvoirs publics, par les lobbyistes, par un certain nombre de corps d'activité qui vont être plus ou moins favorables ou non à telle ou telle technologie. Donc l'électrique est en train de s'imposer. On voit en comparaison, l'hydrogène a du mal. Aujourd'hui, elle a du mal. Je l'ai mis sur l'un des items, c'est le peu de visibilité de la stratégie de l'État sur l'hydrogène pour la mobilité. Aujourd'hui, on a peu de visibilité. Clairement, l'État, si on compare à ce qu'ils font pour le véhicule à batterie, l'État ne donne pas vraiment son avis. Voilà, l'État imagine plutôt l'hydrogène pour l'industrie. Mais pour la mobilité, aujourd'hui, on est un peu dans les limbes, là, on ne sait pas trop où on va. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les investissements sur l'hydrogène sont essentiellement portés par le secteur privé et pas le secteur public. Donc la tâche est rude. En tout cas, les derniers freins, c'est le coût élevé des matériels. Un véhicule électrique, c'est 3 fois plus cher qu'un véhicule diesel. Un véhicule hydrogène, c'est entre 5 et 6 fois plus cher qu'un véhicule diesel, pardon. Donc, quand vous êtes commercial et que vous allez voir un client et que vous lui dites voilà, le coût du véhicule, le coût global de l'utilisation de votre véhicule, c'est x2, il faut être costaud en termes commerciaux et en termes de négociateur, faut s'employer en tout cas. Mais on y arrive puisqu'on a la chance d'avoir des chargeurs qui sont
qui s'inscrivent dans ces stratégies de décarbonation, qui ont une volonté véritable de décarboner, au-delà de l'aspect économique, au-delà de l'aspect image, mais c'est une volonté personnelle des dirigeants, pour certains. D'autres, ça va être de l'image, clairement, mais ça participe malgré tout à l'investissement dont on a besoin. Je vous parlais de quantité de biofuel et de biogaz qui sont limitées, et en plus, ce sont des bruits de couloir. Aujourd'hui, il n'y a rien d'officiel, mais il se dit, ça vient d'un peu partout. Donc quand ça vient d'un peu partout, quand les choses se disent comme ça d'un peu partout, c'est que ça sent quand même un petit peu mauvais. Aujourd'hui, les biofuels qu'on utilise massivement dans le transport routier, a priori, devraient être réorientés par décret vers le transport aérien, puisque aujourd'hui, faire voler un avion 100% électrique, ça n'existe pas. Pas les gros. Pas les gros. Et l'hydrogène, c'est en cours de d'essais. Voilà, il y a des essais qui sont faits sur des petits avions. Mais voilà, on ne va pas basculer la flotte mondiale, Airbus et Boeing notamment, en hydrogène ou en électrique, ni demain, ni après-demain, ni même après-après-demain. Donc, les biofuels seront réorientés, puisqu'ils peuvent complètement être intégrés sur des moteurs thermiques, entre guillemets, classiques. Donc nous, on va se retrouver avec une énergie, c'est le temps, avec une énergie qui va nous être retirée. Donc on va se retrouver avec de l'électrique, quasiment plus de biofuel, quasiment plus de biogaz et de l'hydrogène. Sauf que l'hydrogène, je vous le disais juste avant, il n'est pas forcément porté par l'État sur la mobilité. Donc on se retrouve avec cette difficulté-là. Et aujourd'hui, je dirais que mon intervention, elle est aussi pour vous dire que l'hydrogène dans la mobilité, c'est une solution réelle, c'est une solution viable, c'est une solution pertinente, c'est une solution qui décarbone, puisque, in fine, il ne faut pas oublier une chose, tout ce qu'on se dit, tout ce qui va se dire aujourd'hui, c'est pour décarboner. Tout ce que je fais, moi, dans mon activité, c'est pour décarboner. À la fin, c'est ça, il ne faut pas réfléchir autrement. Ça va nécessiter des investissements, ça va nécessiter des efforts économiques, des efforts intellectuels. Vous êtes futurs ingénieurs et scientifiques du pays. Moi, je suis content que vous soyez là à nous écouter sur la partie hydrogène. C'est important d'avoir des nouvelles réflexions, de nouvelles visions. Moi, j'ai une vision, vous aurez sûrement la vôtre, et elle sera sûrement bien plus pertinente que la mienne. En tout cas, c'est des sujets sur lesquels il y a beaucoup de choses à faire. Et nous, on vous attend, on a besoin de vous. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va passer le relais du coup, pas de souci, à Julien qui aura quelques minutes par souci d'équité supplémentaire aussi. Et puis par contre, on s'assurera de bien avoir un temps d'échange, ne vous inquiétez pas. Julien. Merci. Donc Julien Boulan, donc je vais vous parler là du transport maritime, qui est une industrie globale. Donc ma boîte c'est Bureau Veritas, je vais en parler. Est-ce qui ne connaît pas Bureau Veritas? Vous pouvez lever la main, ça fait de la gym. Non, sérieux. Donc est-ce que le nom vous est peut-être pas inconnu. Du coup, première slide, on apparaît dans des livres de Jules Verne. Bureau Veritas, et c'est la même société, hein, il n'y a pas eu de changement de nom. Et là, on est associé en fait à des statistiques d'accidents de transport maritime. Ça n'a pas vraiment changé. À l'époque, on tenait un registre de navires et on le tient toujours. On s'assure que les bateaux soient en gros, ils soient bien conçus, bien construits et bien opérés. Et on a été créé en 1828. Ça nous rajeunit pas, ça nous modernise pas, mais je vais vous expliquer qu'on est quand même très moderne. Du coup, voilà, on a un groupe, on est 80 000 dans le monde, on n'est pas évidemment que franco-français, on est surtout international. On fait de la certification, inspection, testing, pour s'assurer que les choses, en gros, correspondent à des standards. Pour ma part, je viens de la partie marine et offshore, les bateaux. Et pratiquement, c'est là que vous nous voyez, n'importe quel bateau qui navigue sur des trafics internationaux, donc je ne parle pas par exemple du transport fluvial, vous regarderez, vous verrez deux petites lettres, donc là CBV, c'est-à-dire que c'est nous qui avons travaillé sur ce bateau-là, vous pouvez avoir deux autres petites lettres, ce sont nos concurrents.
Ça s'appelle la Plimsoll Line, donc c'est un terme d'architecture navale, c'est la ligne de flottaison, c'est la ligne de chargement maximal, on n'a pas le droit d'aller au-dessus, sinon le bateau ne correspond pas aux standards. Là vous avez des petites restes, c'est en fonction de la densité de l'eau, de la salinité de l'eau. Et on émet des certificats de classification qui sont valables 5 ans et on va régulièrement à bord des navires. Enfin, pourquoi je vous parle de ça? C'est pour vous parler de transport maritime international qui est une industrie globale. Et du coup, dans notre société, on a quand même une vue assez large sur un certain type un grand nombre de navires. Et la question de la décarbonisation, peut-être la défossilisation, les termes on peut en discuter, est au cœur des débats aujourd'hui pour cette industrie-là. À nouveau pour parler de nous, de ma société, donc on a 11 000 navires dans ce fameux registre que vous avez vu avant avec Jules Verne. On touche à peu près tous les types de navires et ça me permet de parler des différents types de navires dont on parle quand on parle de transport international. On a du transport de crude, il y aura quelques mots anglais dans ce que je dis, de produits chimiques. On a ce qu'on appelle des cargo ships, qui sont des navires généraux qui transportent un petit peu de tout. D'ailleurs, ces slides-là, vous les aurez, enfin je ne sais pas quel est le processus. Et tout le monde les aura. C'est Julien, l'IESF, qui fera le dispatch du coup, voilà, ouais. à la distribution des différents éléments. Il y a peut-être aussi des chiffres. Mon but aussi, c'était de vous présenter un peu les chiffres globaux pour que vous ayez des ordres de grandeur. Quand on parle de décarbonisation, c'est important aussi d'avoir ces ordres de grandeur en tête. À notre sens, c'est important d'avoir un plan. Et un plan, ça se dessine en mettant des priorités sur des actions. L'hydrogène en fait partie. Ça, à la fin, il y aura l'hydrogène, ne vous inquiétez pas. Mais là, je démarre sur les grands chiffres. Du coup, on a des gas carriers, on a des bulk carriers. Donc bulk, c'est en français, c'est des vraquiers. En fait, c'est des marchandises qui sont mis en vrac. On a des minerais, par exemple, on a du charbon. Les conteneurs, on les a en bas. Donc ça, c'est des transports de boîtes conteneurisées, les cruise ships, ferries et des petits navires. Donc ça, c'est ceux sur quoi on travaille, mais c'est en gros aussi un état de la flotte à l'échelle mondiale. Donc aujourd'hui, le shipping, enfin le transport maritime, quand on parle de décarbonation ou décarbonisation, c'est en anglais, on parle de à peu près 60 000 navires et j'ai mis grand parce qu'en fait ça dépend où est-ce qu'on fixe la limite. Si on parle de tout ce qui flotte et tout ce qui peut faire un service en mer, on est à peu près à 100 000 navires, mais 60 000 c'est on va dire les gros navires qui font du transport. Aujourd'hui, 80% des marchandises transportées passent par du transport maritime. Quand on parle de volume et de distance, puisqu'aujourd'hui, vous faites de la grande distance, par exemple Asie-Europe, et ben on utilise un bateau. Aujourd'hui, quasiment 100% presque, c'est d'origine fossile. Donc là, on est dans les problématiques défossilisation, déstockage. On déstocke des choses qu'on ne devrait pas. Et c'est les choses auxquelles on doit réfléchir. Donc on est sur des produits, alors là vous avez plein d'acronymes, HFO, Heavy Fuel Oil, Marine Gas Oil, Marine Diesel Oil, qui sont des fuels que vous récupérez dans la colonne de distillation quand on prend du pétrole. Et vous avez 4%, c'est ce qu'on appelle du GNL ou LNG en anglais, donc c'est du gaz à l'état liquide qui a été liquéfié, et c'est une part qui est en train de croître. Quand on parle du transport maritime mondial, c'est en gros à peu près le 10e pays. Si on parlait d'utilisation énergétique, on est sur du 11 hexajoules. Et c'est à peu près les chiffres de l'Allemagne qui est à 12 hexajoules. La Corée du Sud doit être à 10. La France doit être à 8 hexajoules. Donc on voit la complexité. Il n'y a pas de similarité, mais on parle quand même d'une industrie qui est lourde, avec des caractéristiques qui peuvent être différentes sur les navires que j'ai présentés avant. Et quand on parle d'émissions de gaz à effet de serre, on est à peu près sur 3%, on peut lire 2,8, 4%. Le chiffre exact importe peu, mais ça vous donne aussi un ordre de grandeur. Sachant que l'aviation, on est sur les mêmes ordres de grandeur. Et là, c'est une petite pique vers mes collègues de l'aviation, avec peut-être moins de transport et moins de travail utile réalisé. Et c'est le 6e pays si c'était en termes d'émissions en gaz à effet de serre. Pourquoi? Parce que tout simplement cette industrie utilise majoritairement des fuels fossiles. Donc voilà les ordres de grandeur. Alors d'autres ordres de grandeur, j'ai mis des petites images.
Ça, c'est la flotte mondiale. C'est la même segmentation que ce que je vous ai présenté avant et ça vous donne en fait le deadweight, c'est quelque chose de très important dans le transport maritime. En français, c'est le port en lourd. En fait, c'est la capacité d'un navire à transporter une cargaison, du cargo, c'est des tonnes. Donc, on a 37% de la flotte mondiale, c'est du vrac. Donc, vous avez un exemple là, typiquement. Aujourd'hui, les gros transports, c'est deux minerais, le fer et l'aluminium, la bauxite, et le charbon. Donc ça, c'est des gros transports en vrac. Vous avez des oil tankers qui transportent du crude et des produits raffinés. Vous avez les conteneurs, un conteneur, c'est pas très lourd. Donc en cargo, en poids, c'est pas beaucoup. Vous avez les chemical tankers, liquefied gas carrier, donc ça c'est du gaz à l'état liquéfié. Donc des tugs, il y en a énormément, c'est des tout petits bateaux. Donc eux, ils transportent pas grand-chose et quand on regarde leur capacité à porter des choses, c'est pas énorme. Donc du coup, c'est pour ça qu'ils sont en petits. Et après, vous avez d'autres segments. Donc les PCTC, c'est des transports de voitures. Les RoRo, c'est des charges roulantes. General Cargo, les cruises, les ferries et les fishing vessels. Ça me permet de faire une petite aparté. Quand on dit on va décarboner, par exemple, la flotte de pêche, on parle de 1%. Donc aussi là, ça permet de fixer des ordres de grandeur. Donc ça, vous allez me dire, c'est la capacité à transporter des marchandises. On a les mêmes diagrammes, mais par rapport aux émissions. C'est-à-dire qu'un navire, pour qu'il avance aujourd'hui, c'est essentiellement un moteur avec une hélice. Donc ça émet des émissions, c'est comme une usine, on va dire. Et on regarde les émissions de gaz à effet de serre. Tout ça, ça vient de l'IMO, je vais vous en parler après. Et on parle essentiellement de CO2 dans ces chiffres-là. Le méthane en fait partie, mais n'est pas intégré dans ces chiffres-là aujourd'hui. Une question, pourquoi les conteneurs qui étaient en 3e position, ils se retrouvent en 1re position? Juste, ils étaient là, ils étaient 3e position, et pourquoi est-ce qu'ils émettent en gros vachement? Pardon? Ils sont plus lourds, ouais. Ils font plus de distance. J'ai pas encore la bonne réponse. Ils sont plus nombreux. Ils vont plus vite. Un conteneur ship va beaucoup plus vite. Donc un bateau, donc en fait, mais merci pour les réponses, c'est important c'est pour ça commencer à réfléchir. Un oil tanker, un bulk carrier, en fait, ils transportent des matériaux et ils sont lents en fait. Il y a moins une problématique d'arriver à l'heure. Alors il faut arriver à l'heure, ça c'est évident. Mais c'est des bateaux qui sont très lourds, des bateaux qui sont lents et ça varie à peu près au cube de la vitesse, la puissance nécessaire pour faire avancer un navire. Un conteneur, aujourd'hui, vous appelez Amazon, tac, je veux mon truc, et il faut entre 20 et 30 jours pour faire la Chine, l'Europe. Et les conteneurs ship, quand ils arrivent dans un port, ils ont un slot, ils déchargent, et ils font ce qu'on appelle la tournée européenne. Ils vont au Havre, ils vont à Rotterdam, Hambourg et compagnie, et après ils font la même chose en Asie. Donc ils sont en fait sur une logistique qui est extrêmement tendue. S'ils perdent leur slot, ils ne peuvent pas décharger, donc ils ont tendance peut-être à aller vite, un petit peu attendre, décharger, ensuite rebourrer, excusez-moi les termes, et avancer. Et globalement, c'est une industrie qui est sur des exigences de temps beaucoup plus hautes. Donc il faut que ça aille plus vite. Donc c'est pour ça que les conteneurs ship aujourd'hui, alors ils sont moins lourds, parce que les boîtes sont moins lourdes, mais ils vont plus vite. Et c'est là toute la réflexion de dire aujourd'hui un conteneur qui avance à 19 nœuds, donc ça fait x2, enfin on va garder des nœuds et on va baisser à 16 nœuds, donc on va réduire d'autant, enfin au cube, les émissions, enfin, en grosse maille. Voilà. Donc après on retrouve les catégories dont je vous ai parlé, à peu près dans le même ordre. Les fishing vessels, vous avez vu, sont un peu remontés, c'est quand même des choses qui ont tendance à beaucoup consommer. Il faut aussi voir que c'est des bateaux qui sont spécialisés, donc ils ont des usines à bord, de la production de froid. Voilà, donc tout ça c'est vraiment grosse maille, et après il faut vraiment aller dans le détail pour savoir comment est-ce qu'on décarbone tout ça. Aujourd'hui, le transport de cargo, donc c'est moi, c'est vous, c'est tout le monde. On a du crude oil dans ces proportions-là, on a les minerais de fer dont j'ai parlé. Du coup, toutes les thématiques recyclage et compagnie. On a le charbon, aujourd'hui, dans les vraquiers. On a le gaz et others, c'est les conteneurs, notamment, dont j'ai parlé. Les passagers, c'est un cargo aussi.
Donc après, les subtilités de la réglementation internationale, puisque tout ça c'est gouverné par un organisme qui s'appelle IMO en anglais, OMI en français, Organisation Maritime Internationale. Le siège est à Londres, c'est à droite. Vous avez 174 pays, c'est en gros les pays, c'est les mêmes qu'aux Nations Unies, peu de choses près. Ça a été créé au tournant de la guerre. Vous avez l'Assemblée Générale et en gros, c'est une assemblée représentation de pays qui, c'est un travail législatif de création de codes, de conventions, de lois, dans le but d'améliorer la sécurité du transport maritime et l'empreinte environnementale du transport maritime. La France y siège, elle a une délégation. Voilà. J'ai mis à dessin aussi un bateau. Vous avez vu que son pavillon, donc en anglais c'est flag, c'est Panama. C'est le premier aujourd'hui pavillon. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais pavillon. Ça veut dire que c'est... alors le shipping aussi, là j'ouvre une parenthèse, mais il y a beaucoup d'évasion fiscale, c'est quelque chose que vous avez peut-être dû voir. On peut un peu enregistrer un navire un peu où on veut, mais en termes de sécurité, les standards sont très hauts. Donc voilà ce que vous avez, un navire, vous regardez en dessous, vous avez le pays, Panama, et vous avez le nom au-dessus, et ça c'est un container ship. Donc l'IMO, son rôle est elle a plusieurs rôles, elle a plusieurs mandats, dont l'un est la protection de l'environnement. Et dans la protection de l'environnement, il y a la protection de la qualité de l'air. Air pollution. Et dans le cas de l'air pollution, on a le CO2, sachant que le CO2, ce n'est pas une problématique qualité de l'air, c'est une problématique changement climatique, mais elle est dedans et c'est très bien. Donc il y a une stratégie de réduction des gaz à effet de serre pour la flotte mondiale qui a été décidée en 2018 et en 2023. Elle a été révisée en étant plus ambitieuse. Donc là, pour lire ce graphe, c'est les greenhouse gas emissions. Avant, on était sur une trajectoire jaune et maintenant, on est ambitieux en 2050, net zéro. Le net a de l'importance. Tout le monde s'est mis d'accord, mais ça, c'est l'ambition. Après, les moyens pour y arriver, c'est une autre question, et ça, je vais vous en parler. Et ça, cette nouvelle stratégie, elle a été décidée l'année dernière, en juillet 2023. Donc pour vous dire que des réunions comme ça, il y en a tous les 6 mois, et c'est de la réglementation qui évolue quasiment tous les jours. Et le transport maritime, entre guillemets, fait le job pour réduire son empreinte carbone. Pardon, donc les mesures pour réduire l'empreinte carbone du shipping, on a des mesures techniques, dont le premier cycle s'est clos là en 2023. Je rentre un petit peu trop dans le détail, donc je vais peut-être pas y passer trop de temps, mais en gros, vous avez des volets techniques, EDI, Design Index. On demande à un bateau d'émettre une certaine quantité de carbone. Si ce n'est pas le cas au moment de la conception, le design est retoqué et le designer doit venir où il démontre que le design émet une quantité de CO2 inférieure à une certaine limite. Donc ça, c'est le volet design technique. On a un volet opérationnel, donc le SEMP, Ship Energy Efficiency Management Plan, qui est la description de toutes les mesures d'efficacité énergétique que le navire met en place à bord pour réduire son empreinte carbone. Donc ça, c'est un document que tous les navires doivent avoir, qui est vérifié, c'est validé. Dans le cadre de ce management plan, le navire doit enregistrer toutes les consommations de fuel qu'il a au cours de l'année. Et à la fin de l'année, on va lui déterminer un indicateur carbone, CI. Et c'est un peu comme un frigidaire ABCDE. S'il est D ou E, c'est pas bon, il doit faire quelque chose. Donc ça, je vais vous en parler après. Le deuxième cycle de mesures qui démarre là cette année, ça va être des mesures, ce qu'on appelle market-based measures. Et quand on dit market-based, ça veut dire qu'on touche au porte-monnaie. C'est-à-dire qu'on va mettre des pénalités. Donc maintenant, il va y avoir un train de mesures où on associe des pénalités financières à une non-compliance en termes de gaz à effet de serre. Donc là, on va y arriver. Sauf que le transport maritime étant une industrie globale, il y a une étude d'impact qui doit être faite pour déterminer quelles sont les mesures qui ne défavorisent pas certains pays, par exemple, qui sont en développement, des îles. Enfin voilà, il y a toute une étude qui doit être faite à l'échelle mondiale pour s'assurer que ces mesures-là ne défavorisent pas. Je suis dit à 16. Alors je vais me dépêcher. Du coup, le CI, c'est celui-là dont j'ai parlé. Donc, vous prenez les consommations de fuel, vous multipliez ça par un coefficient de facteur de CO2.
Si vous avez du MGO, HFO dont je vous ai parlé avant, vous le multipliez par 3, vous obtenez des tonnes de carbone en haut, au numérateur. Vous divisez par la distance parcourue sur une année, vous divisez par le fameux dead weight, qui est la capacité du navire à transporter des choses, et vous obtenez un chiffre. Et ensuite, on va comparer ce chiffre par rapport à des cibles qu'on s'est fixées. Si vous êtes DE, c'est pas bon, il faut faire quelque chose. Donc il faut augmenter la distance, réduire le... Voilà. Donc là, mon exemple, ça s'appelle un CAMSAR Max. Donc c'est un bulk qui est aux normes, aux dimensions CAMSAR. Il fait 80 000 de deadweight. Il a parcouru une distance de 64 000 nautiques pour une consommation totale de à peu près 7 000 tonnes, qui nous fait en tonnes CO2, on multiplie à peu près par 3, c'est 3,1, ça fait 21 000 tonnes. Et on met ça sur un graphe en 2000, c'était quand ? En 2022, on le met. Donc on a le petit point, voilà, il est ABC, il est C. Et ensuite, s'il garde son profil opérationnel sur les prochaines années, il fait exactement le même boulot. Donc le petit point bleu va être au même niveau, sauf qu'aujourd'hui, la réglementation dit un bateau doit s'améliorer. On ne peut pas rester dans une situation aujourd'hui, la fameuse trajectoire dont je vous ai parlé, elle nécessite de s'améliorer. Donc il va être en fait progressivement D puis E, et D et E, il doit faire quelque chose. Donc aujourd'hui, le transport maritime, il est dans cette situation-là. Les navires peuvent être en C, ce qui est bien, mais demain et après-demain, ils doivent avoir fait des choses pour améliorer leur efficacité énergétique. On manque de temps, donc c'est un peu près. Alors là, je vous parle de l'Union européenne. Donc l'Union européenne, il y a un paquet, je ne sais pas si vous... Fit for 55, ça vous dit quelque chose? Super, bon, ok. Donc c'est un package qui touche toutes les industries. Le transport maritime aujourd'hui a été inclus dans ce package. Donc on a quelque chose qui s'appelle ETS. Donc du coup ça doit vous parler aussi, c'est Emission Trading System. Donc c'est quota carbone. Toutes les industries, c'est à peu près 50% en Europe, qui émettent doivent acheter des certificats. Donc il y a des certificats gratuits, maintenant il y en a de moins en moins. Mais aujourd'hui, le shipping a été inclus dans ce schéma-là européen. Et donc un navire qui fait un trajet européen entre Barcelone et le Pirée, 100% de ses émissions seront taxées. Et ça a démarré il y a 12 jours, le 1er janvier. Et 50% d'un trafic qu'il a fait entre extérieur à l'Europe et inter-Europe, 50% de ses émissions seront taxées. Donc aujourd'hui, un armateur, quand il a fait un voyage, il doit... et donc en fait ça va être payé à la fin de l'année. Enfin ça sera payé en septembre de l'année dernière, mais on fait les comptes à la fin 2024. Mais aujourd'hui un armateur, mensuellement ou sur le rythme qu'il veut, il doit savoir combien il a consommé pour anticiper le paiement de ces fameux EUA, EU Allowance, l'année prochaine. Donc voilà. Donc ça c'est les schémas IMO, les schémas EU. Donc là c'est des Market-Based Measures. Et on peut penser que l'IMO s'inspirera de ce qui est fait à l'échelle européenne si ça fonctionne. Comment est-ce qu'on décarbonise tout ça? Donc, de base, c'est réfléchir déjà à ce dont on a besoin. Donc, on est sur la modération, la sobriété. Ça, à mon avis, c'est la grosse module, la longue module qu'on doit tous avoir en tête. Donc, on a Ship Technology, continuer à travailler sur l'efficacité énergétique du navire en tant que système. Puisqu'il y a encore beaucoup de choses à faire. L'aspect contractuel aussi, quand un armateur achète un navire auprès d'un chantier, peut-être que tout n'est pas bien spécifié dans les specs, donc il y a un gros travail à faire là-dessus. Travailler sur l'intégration des systèmes à bord d'un navire. Aujourd'hui, un navire, c'est un peu une collection parfois de systèmes. C'est pas comme un avion. Si l'avion il est mal designé, il va pas décoller. Un navire, même mal designé, je devrais peut-être pas le dire, il peut faire le boulot. Il peut aller de A à B sans trop de problèmes. Donc il y a quand même pas mal de choses à faire pour améliorer ça. Et ça, c'est tous les jours qu'on s'y attelle. Vous avez la partie optimisation de flotte. Donc ça, c'est toute la chaîne logistique. Le shipping, il n'est pas en isolation, on ne parle pas d'un navire qui va de A à B, après derrière il y a des opérations portuaires qui entraînent aussi des émissions de carbone, et c'est là où les émissions sont les plus élevées en fait, c'est quand le navire attend, le navire se fait décharger lentement, il a du mal à repartir, donc là c'est aussi mettre un peu de responsabilité sur le transport maritime, non pas sur le bateau, mais aussi sur les ports. Donc ça c'est une réflexion qui est en train de grandir.
Donc réduire l'escaloport, trouver la bonne vitesse, donc ce dont je parlais, le conteneur qui va très vite, et après si c'est pour attendre, bah, c'est un petit peu idiot, donc autant qu'il a la bonne vitesse et qu'il arrive au bon moment, c'est le just in time. Et ensuite les nouvelles technos, les nouveaux fuels, et ça avant qu'on en parle, il y a peut-être les deux sujets à droite qu'il faut creuser, et donc là on parle de LNG, LPG, donc l'hydrogène apparaît. Alors il y a quelque chose que j'ai mis là, le vent, alors ça fait sourire, mais ça fait sourire de moins en moins et c'est très bien. Aujourd'hui, on a beaucoup de projets où les gens réfléchissent à mettre en fait une assistance vélique et on parle de 10% de réduction pour une énergie qui est gratuite, qui est facilement, qu'on peut récupérer. Et je ne parle pas d'éoliennes, hein. Je parle de rotors, de Flettner qu'on met sur le bateau et qui permettent aux navires d'avancer. Ce que j'ai mis là, c'est le well-to-wake, et ça rejoint ce que disait Yann, c'est-à-dire l'approche holistique, c'est-à-dire de regarder un fuel, de s'intéresser à sa phase de production et sa phase d'utilisation. C'est-à-dire qu'on ne va pas promouvoir des fuels qui, dans leur phase de production, engendrent plus de CO2 que les fuels traditionnels. Donc ça, c'est une approche qui est évidemment incluse dans l'approche IMO et Union européenne, de s'intéresser aux fuels de façon complète, et pas uniquement en se focalisant sur l'utilisation à bord. Bon, ça c'est les informations sur notre site. Maintenant, l'hydrogène. Bon, les aspects safety, je pense que vous les connaissez. C'est une petite molécule. En volumétrique, ça prend 4 fois plus de place que des fuels standards. Alors, il y a l'aspect global warming. Je suis désolé d'en parler, mais si on remplace l'hydrogène, on remplace les fuels habituels par de l'hydrogène, il faut aussi se poser la question du potentiel gaz à effet de serre de l'hydrogène. Aujourd'hui, on ne sait pas. Des études disent que c'est 10. Alors, c'est l'effet indirect de l'hydrogène qui va dans l'atmosphère, qui réagit et qui produit du CH4. Voilà. Donc, tout ça, c'est les aspects safety que vous connaissez de l'hydrogène. Ce dont je voulais vous parler, c'est aujourd'hui dans le shipping, donc on y voit évidemment un intérêt. Alors, plutôt sur les petites motorisations, donc petits besoins, petits bateaux, soutage régulier. Donc on a, pour ce qui nous concerne, notre société, un certain nombre de projets en France, une dizaine. Transport fluvial, donc c'est ce qu'on appelle des petites motorisations. Petit transrad à Bastia, à Lorient, dans le golfe du Morbihan. Donc soutage régulier, disponibilité de l'hydrogène et petits moteurs associés à des piles à combustible. Et on voit aujourd'hui apparaître les moteurs thermiques, internal combustion engine aussi dans le transport maritime. Si on parle des gros bateaux dont j'ai parlé avant, le deep sea comme on dit, aujourd'hui c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est des bateaux qui ont des besoins énergétiques monstrueux, on parle de mégawatts pour ces objets-là. On est plus sur les utilisations d'hydrogène par exemple en fourniture alternative de puissance électrique auxiliaire quand ils sont à quai. Donc c'est-à-dire un bateau doit se brancher, il doit devoir se brancher pour avoir de l'énergie. Là on dit pourquoi ne pas mettre une fuel cell à ce moment-là avec de l'hydrogène, où les besoins sont un petit peu plus limités. Hop. Donc là l'hydrogène storage, les fuel cells, je pense que vous connaissez. Et deux petits, je conclue par ça. Voilà, donc ça c'est ce dont je vous parlais, la barge, enfin le transport fluvial en Seine. Donc c'est pour tester, c'est pour regarder, c'est pour entre guillemets se faire la main, comprendre. Donc il y aura du stockage à l'avant, il y aura une fuel cell un petit peu derrière, et c'est pour faire de la fourniture auxiliaire. Et l'autre bateau dont je peux vous parler, c'est ce qu'on appelle un dredger, un dragueur, c'est-à-dire c'est quelque chose qui aspire du sable pour l'entretien de chenal ou pour aspirer du sable pour l'utiliser. Donc il y aura une fuel cell proton exchange membrane à l'avant avec de l'hydrogène pressurisé. Pareil pour en fourniture auxiliaire, pas en propulsion principale, où les propulsions principales, les besoins sont assez élevés. Et le projet dont je vous parlais, c'était pour un gros conteneur, ship, fourniteur d'électricité à quai, mais en auxiliaire, c'est-à-dire à partir d'hydrogène et de piles à combustible. Ah oui, et voilà, le dernier, c'est quoi? Ah oui, ça c'est du transport d'hydrogène en phase liquide. Il y a un bateau dans le monde aujourd'hui. C'est un bateau qui a été développé par les Japonais aussi, pareil, pour voir comment ça se passe. Donc on parle de 1250 mètres cubes d'hydrogène liquide à bord. Il fait des trajets entre le Japon et l'Australie et retour.
Voilà, donc ça c'est ce qui est en train de se passer dans le transport. On essaye de comprendre en fait comment l'hydrogène liquide qui est extrêmement froid, on est à plus 20 par rapport au zéro absolu, comment ça se comporte. Voilà, donc on peut espérer, et il y en aura plus des projets comme ça, à voir si l'hydrogène liquide économiquement, enfin il y a des besoins, mais en tout cas l'industrie s'y prépare. Voilà, merci. Merci beaucoup. Bon, alors vous l'avez compris, le temps pour les questions va être un petit peu rogné pour qu'on reste dans les... On a jusqu'à 11h, tout à fait. Alors bon, déjà, merci encore tous les deux. Vous avez eu aujourd'hui une présentation quand même à la fois des enjeux de décarbonation pour les deux types de transport, mais aussi finalement les moyens qui peuvent être mis en œuvre et les solutions qu'on a, les limites aussi qu'on peut observer, les freins. Donc je vous laisse là, en fait, vous avez l'opportunité, vous avez environ 20 minutes pour approfondir, voilà, voir s'il y a des questions qui n'ont pas été abordées, des choses qui vous ont interrogé. On a nos deux intervenants encore une bonne vingtaine de minutes pour répondre à vos questions. Merci beaucoup pour vos présentations respectives. Antoine, moi. Du coup, c'était pour vous. J'avais 3 questions sur les navires. Déjà, quelle est la durée d'exploitation moyenne des navires? Parce qu'en gros, vous avez parlé que oui, à la conception, on modifie, on éco-conçoit. Mais si on a des navires qui durent 50 ans, on commence maintenant, mais on a toujours des navires qui polluent en circulation. La deuxième, c'était, est-ce que vous avez pensé, est-ce que vous envisagez le nucléaire dans les navires? Et la troisième, c'était, est-ce qu'il y a des normes actuellement ou des réglementations sur la vitesse des navires, des cargos? Voilà, merci. Merci beaucoup pour les questions. Non, la première, c'était le taux d'utilisation, ça dépend des navires. Ouais. Parce qu'en fait, on est sur des conteneurs ships qui sont utilisés tout le temps, parce qu'ils sont sur des trafics réguliers, et puis ils s'arrêtent juste pour faire les arrêts techniques réglementaires. Les oil tankers, il y a le système d'affrètement, c'est-à-dire un client l'affrète pour mettre une cargaison, et ça dépend du génie commercial de la personne qui l'opère, s'il a des clients ou s'il n'en a pas. Voilà. Donc là, le taux d'utilisation varie, on peut être sur du quasi 100% moins les arrêts techniques à du X%, 60%, des choses comme ça. Après, vous avez mentionné les durées de vie aussi, c'est ça? Alors, un navire, c'est 25 ans, ça peut être étendu à 30 ans, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les trajectoires 2050, on y est dedans, donc on est en 2023-25, donc aujourd'hui, il faut penser. Donc c'est ce que évoquait Yann, c'est aussi les solutions rétrofit. Ça, j'en ai pas parlé, mais ça doit faire partie aussi de la réflexion, c'est comment faire évoluer les choses. Et on travaille nous avec d'armateurs pour les faire évoluer en cours de route, quoi. Voilà. Le nucléaire, oui, il y a un code qui a été fait dans les années 62. Il y a 5 navires il y a 175 navires, je crois, tout ce qui est aircraft carrier, les frais qu'il n'y en a pas, et sous-marins dans le monde. La France en fait partie, les États-Unis, tout ça. C'est quasiment 100% des applications militaires, évidemment. C'est des responsabilités d'État, c'est très compliqué. Et 4 navires ont été faits dans les années 80. En application commerciale, juste pour voir à nouveau, en utilisant ce code qui a été créé dans les années 1960, aujourd'hui ça revient avec d'autres technos qui ne sont pas le Pressurized Water Reactor mais les Molten Salt Reactor. Nous on y travaille, on ne publie rien parce qu'on est en mode de réflexion, en phase de réflexion, et on sait que des technos arrivent qui sont peut-être avec des caractéristiques différentes, j'ai pas envie de dire moins dangereux, mais avec des caractéristiques différentes que les Pressurized Water Reactor. C'est des choses qui peuvent arriver. Avec la grosse question, c'est les responsabilités. Est-ce qu'un port acceptera un navire de venir escaler, de faire des opérations commerciales? Voilà. Et avec la grosse question des autorités de sûreté, puisqu'en France, dans tous les pays, il y a une autorité de sûreté et une autorité technique. Dans le shipping, il faudra qu'il y ait à peu près le même binôme pour que les choses avancent. Mais ça peut arriver. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être une autre question. J'en profite et on va essayer d'alterner pour qu'on ait, si vous avez l'opportunité, des questions ferroviaires, c'est le cas. Celles qu'on n'a pas abordées, maritimes ou terrestres. Donc c'est pour vous, Yann. Vous avez parlé donc des points forts d'utiliser l'hydrogène, l'électricité, toute cette nouvelle solution pour le transport routier. C'était uniquement du réservoir à la roue. Que c'était une recommandation de la DME, mais est-ce qu'il n'y a pas une analyse sur tout le cycle de vie en fait? Alors, il faut savoir qu'officiellement, l'ADEME
nous demande de calculer nos émissions du réservoir à la roue. Donc quand on communique sur nos émissions, c'est lié au calcul qu'on fait nous. Comme il a été dit juste avant, en fait, notamment dans la formule, c'est un kilométrage fois une consommation fois un facteur d'émission qui est donné par l'ADEME. Donc pour calculer nos émissions, on est obligé de respecter ce cadre réglementaire. Donc bien évidemment, commercialement, quand on a des véhicules qui sont à 100% du réservoir à la roue, on communique sur cet état-là. Après, on ne se met pas non plus les mains devant les yeux. On sait très bien que du puits jusqu'à la fin de vie du véhicule, l'empreinte carbone, elle est complètement différente. On est complètement d'accord. Donc oui, on fait attention aussi dans nos choix. Alors, il est difficile de le calculer, ça, puisque ça fait intervenir pas mal d'acteurs sur l'ensemble de la filière. Donc c'est-à-dire qu'il faudrait avoir l'empreinte carbone réelle, par exemple du producteur de batterie, de celui qui va assembler, Mercedes, Volvo, ces camions en Europe ou ailleurs, et ensuite toute la partie, alors déjà il y a toute la partie utilisation du matériel. Le matériel, nous on va l'utiliser, par exemple notre fonctionnement c'est de la location de véhicules, donc les véhicules électriques on les loue 5 ans, 6 ans, au bout de 6 ans c'est plus le nôtre. Donc il est rendu au loueur, principalement le constructeur, qui lui va lui donner sûrement une deuxième vie. Donc, et ensuite, une fois qu'il arrive au bout de sa vie, qu'il en ait une deuxième ou une troisième, il faut parler du recyclage. Du recyclage des batteries, du recyclage du véhicule, voilà, toutes ces choses-là. Donc, je dirais que le travail pour connaître l'impact environnemental du puits jusqu'à ce qu'on appelle du puits, jusqu'à la fin de vie du véhicule, c'est compliqué. C'est très compliqué. Je vois qu'il y a certaines branches qui ont tendance à noyer un peu le poisson pour pas trop montrer qu'ils sont pollueurs. Donc c'est compliqué. Donc nous, on s'attache à ce qu'on peut calculer, donc l'utilisation de notre véhicule. Bien évidemment, quand on fait le choix de tel ou tel constructeur, on va regarder aussi la manière dont il industrialise son produit. Aujourd'hui, on a la majorité des piles, des batteries qui viennent de Chine. On sait que demain, ça va changer. Les méga-factories en France, en Europe. Volvo construit une méga-factory en Suède. Mercedes en fait 2. Alors Daimler et Mercedes, puisque Daimler c'est le nouveau nom de Mercedes Trucks, mais en Allemagne. La France va construire des méga-factories. On va avoir cette fabrication déjà chez nous, donc éviter aussi de faire des milliers de kilomètres à ces batteries pour les faire fonctionner chez nous. Voilà, on est soucieux, on regarde aussi, on demande la recyclabilité des batteries également. Aujourd'hui, une grande partie des batteries qui sont commercialisées actuellement sont recyclables entre 50 et 70%. Les premières générations, quasiment pas. Les futures, 2030, c'est 100%. C'est-à-dire que l'Europe a publié un décret. Toutes les batteries commercialisées et produites en Europe devront être recyclables à 100%. Et il y a une dernière chose, c'est que sur les batteries, aujourd'hui, sur les premières générations qui sont très peu recyclables, on va leur donner une seconde, voire une troisième vie à ces batteries-là, sur une utilisation domestique, et non pas sur une utilisation de motricité ou de propulsion qui nécessite de fortes charges. Une batterie aujourd'hui, une batterie de 50 kW, vous la mettez chez vous, vous l'alimentez avec des panneaux solaires. Moi j'habite à Avignon, du soleil il y en a. La restitution d'énergie va être simple puisque sur l'utilisation domestique, on n'a pas besoin de beaucoup d'énergie. Peut-être le plus, ça va être votre four, votre fer à repasser, mais voilà, on n'est pas sur la nécessité de puissance d'un véhicule par exemple. Donc tout ça c'est pris en compte, on y réfléchit nous aussi. Pour équiper aussi nos plateformes, puisque nous sommes aussi logisticiens, et apporter avec des ombrières, avec des panneaux photovoltaïques sur nos bâtiments, avoir de l'énergie en fait à disposition, mais verte, sans qu'elle soit directe et à travers ces batteries. Merci beaucoup. Question suivante du coup. Oui, excusez-moi, ma question s'adresse également à M. Yann.
Il vient de répondre, mais je ne suis pas totalement satisfait parce que j'ai des points où je voudrais qu'il m'apporte quelques précisions. Alors, en dehors du valeur RSE qui vous amène à opter pour l'hydrogène, quel est d'autres intérêts, sachant que ça vous coûte énormément de moyens, alors que le propre d'une entreprise, c'est de faire de gains? Question très 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 pertinente, puisqu'effectivement on est là pour faire du business et avoir de la rentabilité. Je vais partir de ce prérequis-là. Aujourd'hui, une entreprise doit faire de l'argent, c'est-à-dire avoir de la rentabilité, pour pouvoir investir. Notre fonctionnement à nous, il est lié à ça. On n'a pas d'investisseurs qui sont derrière nous, qui mettent, voilà, on a besoin de 4 camions hydrogène, ça va coûter 2 millions d'euros. L'investisseur va dire, bah, je vous mets... Nous, on n'a pas ça chez nous. On n'a pas ce fonctionnement-là et ce modèle économique-là. Donc, on doit avoir de la rentabilité. Parce que si on n'a pas cette rentabilité, nos organismes de financement, donc les banques, qui sont nos partenaires, mais qui ne sont pas dans le capital, qui sont juste là pour nous prêter, si on n'a pas de rentabilité, ne nous prêtent pas. S'ils ne nous prêtent pas, on ne peut pas investir. Si on n'investit pas, on ne peut pas aller dans le vert. Tout simplement. Donc, oui, la question économique est importante. L'hydrogène, aujourd'hui... Alors, le deuxième prérequis, c'est comment on finance ce surcoût. L'électrique, l'hydrogène, le biofuel qui coûte plus cher. Voilà. Aujourd'hui, notre modèle à nous, c'est de le faire supporter par nos clients. Je disais tout à l'heure, ça fait un peu plus de 3 ans que je travaille sur ces projets-là. Le prérequis de base qui a été validé avec nos clients, c'est vous supportez le surcoût. Nous sommes dans la capacité de supporter ce surcoût. Ou alors, ça va être vraiment infime. Ça va être très limité. Donc, ils sont OK. Après, encore une fois, on parle d'entreprises mondiales. On parle de très grosses entreprises. Carrefour, Boulanger, Auchan, Vuitton, voilà, des sociétés qui ont de gros budgets déjà de transport. Mais effectivement, déjà ce surcoût, il est pris en charge. Donc pour nous, là c'est quand même plus simple à mettre en œuvre à partir du moment où c'est validé. Ces surcoûts, on n'est plus sur des contrats, généralement dans le transport, vous êtes sur des contrats d'1 an, 2 ans, 3 ans. Aujourd'hui, avec ces nouveaux véhicules, on est sur des contrats à minima de 5 ans. Et pour l'hydrogène, on va jusqu'à 8 ans. Pour étaler l'investissement sur de plus longues périodes, parce qu'on n'a pas le choix. Malgré tout, si on parle de l'hydrogène, c'est votre exemple et c'est votre question. L'hydrogène, effectivement, on est sur un coût x2. Prenez un véhicule diesel, un véhicule hydrogène. À la fin, ce que vous facturez à votre client, c'est x2. Et mes études, mes calculs, font apparaître qu'aujourd'hui, le coût de l'hydrogène, c'est même pas le véhicule, même s'il vaut 5-6 fois plus cher que le diesel. C'est le coût de l'hydrogène en fait qui génère 50% de la facture globale. Là où sur du gasoil, vous êtes entre 27 et 30% du coût global. Donc en fait c'est énorme. C'est énorme. Donc on valorise l'hydrogène aujourd'hui par rapport à l'électrique. On pourrait se dire, bah, on va faire que l'électrique. Il y a vous parlez tout à l'heure 500 km en 2025, des infrastructures de recharge, mais ça ne suffira pas en fait. Aujourd'hui, le parc français, c'est grosso modo 500 000 poids lourds. 500 000 poids. Je parle du parc français. Imaginez en Europe. Vous avez 5 ou 6 constructeurs de camions en Europe, même pas parler du monde entier, qui produisent à travers une dizaine d'usines, une quinzaine d'usines, l'ensemble des véhicules à destination de l'Europe. Vous imaginez, aujourd'hui, il y a un volume moyen de vente de véhicules diesel par an en France, c'est 50 000. 500 000. 50 000. C'est-à-dire que si on devait remplacer 100% des véhicules diesel, il faudrait 10 ans. 100%. Mais c'est-à-dire que si vous attendez 10 ans un véhicule, on les change, nous, tous les 4-5 ans. Donc en fait, ça ne s'arrête jamais. Donc vous imaginez, avec une technologie qui vient d'arriver, on va parler d'électrique, qui est quand même un peu plus mature. Puis, voilà, les constructeurs commencent à faire des choses plutôt pas mal. Ils intègrent l'assemblage de ces véhicules électriques dans les chaînes d'assemblage véhicules thermiques. Donc ils ont fait un gros travail d'industrialisation. C'est énorme, hein, ils arrivent à baisser les coûts en plus par rapport à ça. Mais les volumes sont faibles. Je pense que je ne sais pas combien ils ont vendu de véhicules électriques cette année, en 2023. Mais on doit être en France ou même en Europe, on doit être à 1000 véhicules. Vous voyez ? Donc, en fait, si on reste, et on sait très bien
que le véhicule diesel ne va pas du jour au lendemain s'arrêter, donc il va falloir continuer à en produire. Nous, transporteurs, je parlais de 50 véhicules en 2025, on a 1200 camions. C'est infime. Si j'étais à 500, je serais content, mais je ne serais pas à 500 en 2025, peut-être à 2030, mais je ne suis même pas sûr. Donc, les constructeurs n'ont pas la capacité de nous fournir des véhicules électriques à la dimension qu'on voudrait en termes de volume. Bien évidemment, il faut trouver d'autres solutions parce qu'on a l'obligation de décarboner. Une petite information, quoi, une information. En 2027, la taxe carbone va être déployée sur la mobilité. Aujourd'hui, c'est l'industrie. Ça a été dit tout à l'heure, aujourd'hui, vous avez des entreprises, pour ne pas être taxées, vont acheter des crédits carbone, les vendre à des entreprises qui sont plus vertueuses, et ainsi de suite. Donc c'est un cycle. Aujourd'hui, la tonne de carbone, c'est 100 €. On sait que ça va augmenter, parce que la pression climatologique, environnementale, Donc l'hydrogène arrive pour compenser le fait qu'il n'y aura pas assez de véhicules électriques, le fait que les biofuels, ils vont partir normalement sur l'aérien ou le maritime. La même chose pour le gaz. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de bateaux, on parlait de CMA, qui sont en gaz liquéfié. Le biogaz, ils sont en train de développer la technologie pour liquéfier. Donc c'est une autre technologie qui va nous être enlevée en grande partie. Comment on fait pour décarboner? Donc l'hydrogène, il est plus cher. Mais l'hydrogène, il a 3 ans, 2-3 ans. Les premiers véhicules, ils arrivent cette année. Il y en a une cinquantaine en Suisse, 40 en Allemagne, c'est Hyundai qui fait ça. 90 véhicules, 100 véhicules, Suisse-Allemagne. Allemagne, le nombre de camions, c'est bien plus que chez nous. Donc, en fait, c'est infinitésimal. Nous, chez Baer, on va avoir nos 3 premiers camions dans le premier semestre, là. 3 camions. Donc, on est au tout début, mais on est bien, il faut un début. Il faut des gens, des pionniers, des leaders, on s'appelle comme on veut, il n'y a pas de débat. En tout cas, il en faut. Il en faut, avec des chargeurs, avec d'autres transporteurs. On a des confrères qui font la même chose que nous. À petite échelle, encore une fois, il faut pouvoir l'intégrer dans des budgets. Voilà, donc votre question, elle est totalement légitime, mais on n'a pas le choix, en fait. On n'a pas le choix. Et au-delà de l'aspect économique, c'est aussi l'aspect éthique. C'est qu'est-ce qu'on fait, nous, à notre échelle, pour faire avancer le schmilblick, et puis qu'on puisse décarboner, et qu'on puisse avancer dans la même direction. Parce que vous serez là après nous, du moins après moi, on essaye de faire quelque chose quand même. Voilà. Après, ce sera à vous de prendre le lead, quoi. Merci. Alors, une prochaine question sur le transport maritime, du coup, pour qu'on alterne un petit peu. Et si on peut tenir 2 minutes par question, on pourra en poser plus. Bonjour, merci beaucoup. Moi, je pense que je n'ai pas compris une diapo de Bureau Veritas. C'était sur... j'ai vu, il y avait 50% des émissions qui étaient taxées pour un transport non UE et 100% pour UE. Mais ça, c'est l'Union européenne qui s'est mis ça. Donc en fait, elle se met des bâtons dans les roues et elle détruit Enfin, elle se détruit en fait, parce que là, ça ouvre la concurrence aux autres. Enfin, je comprends vraiment pas du tout la logique. Alors merci beaucoup. Il y a plusieurs logiques qui s'affrontent. Une logique qui est de décarboner ou de défossiliser, une logique économique qui est de dire qu'il ne faut pas perdre la compétitivité. Voilà, c'est exactement ce que vous dites. Donc aujourd'hui, Fit for 55, pardon, donc c'est 55% de réduction par rapport au niveau de 90. Toutes les industries sont concernées et le transport maritime a été inclus cette année. Donc il n'y a pas de quota, il n'y a pas de quota gratuit aujourd'hui pour le shipping, on doit tout payer. Donc, alors il y a un phase-in, comme on appelle ça, 40, 70 et 100% d'ici 2 ans. Mais effectivement, les 100%, alors 50% par exemple va prendre un conteneur qui fait Singapour hors EU et qui arrive à Barcelone. 50% de ces émissions seront taxées, donc ça fait beaucoup. Et à l'arrivée, le conteneur, il y a un prix de cette taxe additionnelle carbone qui va s'appliquer sur le bien de consommation et qui aura un effet sur une paire de chaussures qui sera dans ce conteneur. Donc il y aura une hausse du prix, alors qui aujourd'hui est microscopique, marginale, mais c'est juste de dire aujourd'hui, le shipping doit faire quelque chose pour décarboner.
les montants qui sont collectés par les pays de l'Union européenne de l'EU ETS, 20% il y a un fonds innovation et 80% c'est reversé dans les budgets des pays. Et ensuite ça va remonter au niveau financier européen et ça va être utilisé pour développer des solutions bas carbone sur les fuels. Voilà. Et donc 100% c'est tout ce qui est inter-EU, 50% c'est ce qui rentre et ce qui sort de l'Union européenne. L'idée, c'est que si demain, hors EU, ils mettent aussi en place un truc équivalent ETS, on taxera, nous on taxe que la moitié, et par exemple Singapour taxera l'autre moitié si un jour ils ont envie de le faire. Sachant que la Chine réfléchit à un schéma ETS un peu similaire, et les États-Unis, je ne l'ai pas montré, il y a une proposition qui a été poussée, qui est en train de se balader entre les chambres au Congrès. Donc les États-Unis aussi réfléchissent à une taxation carbone sur le transport maritime, justement dans une démarche décarbonation. Juste une petite info, cette norme, ce décret de l'UE concerne les pavillons européens? Non. Tous? Tous. Ah. Il n'y a pas de nationalité affectée, il n'y a pas de critère de nationalité affecté au bateau, donc c'est quel que soit le pavillon dont j'ai parlé. Par exemple, un armateur néerlandais devra payer la taxe carbone à l'État néerlandais, ça c'est le cas facile. Un armateur français, mais qui a un navire enregistré au Panama, ça on s'en fiche, un armateur français payera à la France. Et quasiment l'intégralité de toutes les entreprises de shipping sont, enfin il y en a beaucoup qui sont hors EU. Une entreprise enregistrée à Hong Kong, eh ben, elle devra payer à un pays, et ce pays sera déterminé au 1er février. Donc on attend 18 jours et on aura la liste de ces 1750 compagnies hors EU, et ça sera déterminé à quel pays elles devront payer. Et c'est aujourd'hui ce qui agite un peu le microcosme, c'est à qui je vais devoir payer. Et ça sera basé, là vous n'avez pas posé la question, comment est-ce que je sais si je paye à l'Italie ou à la France? Ça sera le nombre d'escales que je fais dans un pays de l'EU. Donc il y a Rotterdam, il y a beaucoup d'escales, il est probable que les Pays-Bas. C'est pour ça qu'après, tous ces sous sera remis dans un pool commun au niveau du Conseil des ministres des Finances européennes. Merci. Et je pense qu'on est sur la dernière question. Je vais essayer de faire vite. Cette question s'adresse à vous deux, mais c'est pour rebondir sur ce que vous disiez, mais vous l'avez un peu dit aussi indirectement sur le shipping. Vous dites que vous transférez complètement le surcoût associé à l'hydrogène ou à l'électricité, mais si je me mets ensuite à réfléchir au niveau de Carrefour ou Fleury-Michon ou je ne sais pas qui, lui il va se dire la même chose, et à la fin, ceux qui vont payer, ça va être les consommateurs, ça va être nous, et les entreprises, elles prendront absolument pas leur part de la perte, entre guillemets, dans la transition avec, enfin je veux dire, ça vous fait du boulot évidemment, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que si on transitionne à l'hydrogène et à l'électricité, c'est qu'on a une contrainte en plus, c'est que ça pollue. Ça veut bien dire que le gasoil et le pétrole étaient plus efficaces, donc on va vivre dans un monde où c'est moins efficace, et si c'est moins efficace, on a entre guillemets moins d'argent, parce qu'on peut faire moins de choses, et tout le monde va devoir prendre un bout de sa perte, y compris la rentabilité des entreprises et les consommateurs. Alors que si on transfère tout au consommateur, bah c'est le consommateur qui prend tout, et l'entreprise, entre guillemets, j'ai quasiment envie de dire, enfin c'est pas neutre, mais je veux dire que ça change pas la rentabilité. Enfin, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où finalement tout le monde va devoir rogner un peu sur ses marges, et le consommateur il paiera un peu plus cher parce que voilà, il faudra répartir la perte? Aujourd'hui, tout n'est pas répercuté, il ne faut pas se leurrer. L'entreprise a une notion de compétitivité par rapport aux autres, à son concurrent. Donc nous, consommateur final, on est quand même un minimum attentif à ce qu'on achète. Si le prix prend 30% parce qu'il a choisi une solution décarbonée, bon, c'est pas le cas. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Aujourd'hui, par exemple, si on prend l'électrique, exemple très simple. Aujourd'hui, l'électrique, avec les nouvelles technologies qui arrivent l'année prochaine, en étalant sur une plus longue période l'investissement du véhicule, avec le coût de l'électricité qui est bien évidemment moins important que le coût du gasoil, on est à iso-prix. Là où il y a un an, j'étais à 20% plus cher avec mon électrique. Le 20%, le client était prêt à l'absorber sur des volumes limités. Demain, le fait de passer à l'échelle, d'avoir des prix qui baissent des véhicules, et puis c'est là où je parlais tout à l'heure de maturité. La maturité, elle n'est pas simplement technologique, elle est aussi financière, économique. C'est comment, il y a 5 ans, ou 3 ans, quand on commence à parler des véhicules électriques, on n'avait aucune notion,
quelle valeur allait avoir le véhicule une fois qu'on prenait 5 ans en location. Voilà. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une valeur de rachat. Quand vous prenez un véhicule en location, le véhicule il vaut 300 000. Bah, aujourd'hui, on me dit, nous on vous le rachète au bout de 6 ans et X kilomètres, 50 000 euros. Donc le véhicule finalement à financer, c'est pas 300 000, c'est 250 000. Puisque vous allez une valeur de ce véhicule au terme de son contrat. Et il y a une valeur en fait. Voilà. Et cette valeur, il faut la déduire. Donc aujourd'hui, ces mécanismes-là qui n'existaient pas dans l'électrique, qui sont en train d'arriver, qui n'existent pas aujourd'hui dans l'hydrogène, mais qui, dans la même façon, vont arriver dans quelques temps. Et là où aujourd'hui un véhicule hydrogène est au double du prix, alors déjà on est sur des volumes très très limités en termes de commercialisation. Carrefour il en prend un, Lidl il en prend un. Oui, on reste sur des... Vous imaginez le budget transport d'un Carrefour, on n'est pas loin du milliard en France, amont et aval. Je parle. Donc le surcoût qui va être peut-être de 150 000 euros, c'est un caillou sur la plage. Donc aujourd'hui, il faut vraiment parler d'échelle. J'entends ce que vous dites et vous avez complètement raison d'avoir cette réflexion, de se dire mais comment ça va se passer? Sauf que la mise à l'échelle va permettre de baisser les coûts. Comme tout, fabriquer 5 boulons, ça va vous coûter 100, vous en fabriquez 2 millions, ça va vous coûter 1, tout simplement. Donc, mais c'est de quelle manière on arrive à cette échelle? C'est pour ça que tout à l'heure je parlais sur l'hydrogène, du manque de visibilité des pouvoirs publics, alors qu'on en a besoin. Et aujourd'hui, le manque de visibilité, comment dirais-je, freine un certain nombre d'entreprises à aller dans cette direction, alors qu'elle est obligatoire. On n'a pas le choix. Si on part que sur l'électrique, ça ne fonctionnera pas en termes de volume, en termes d'utilisation, d'usage. Un véhicule, il va faire 500 km. Mais aujourd'hui, un conducteur, il est limité par la réglementation. Il ne peut pas faire plus de 9 heures de conduite dans la journée, 10 heures exceptionnellement. Et ça gêne, comment dirais-je, ce qui va en face, c'est qu'on ne peut pas faire plus de X kilomètres avec 9 heures de conduite à une vitesse commerciale de 65-70 km/h en moyenne. Donc finalement, on reste limité, mais comment on fait pour traverser l'Europe avec un véhicule électrique? Aujourd'hui, on ne saura pas le faire. Demain, on ne saura pas le faire. Peut-être après-demain. Mais après-demain, encore une fois, pour atteindre les ratios de décarbonation qui nous sont demandés par l'Europe et par les États, si on attend après-demain, on n'y sera pas. C'est clair et net, on n'y sera pas. Donc, quels sont les moyens aujourd'hui qui vont nous permettre de décarboner, d'atteindre à minima, et on n'y sera pas de toute façon, mais d'en s'en rapprocher? En 2030, c'est moins 40 ou moins 50% d'émissions. J'ai plus les chiffres en tête, mais on est sur des valeurs très élevées. Si on prend aujourd'hui, moi je ne sais pas comment on va y arriver. D'autant plus que cette visibilité, on ne l'a pas sur l'hydrogène. Et c'est... Voilà, là, il y a des sponsors. Sponsors, j'ai vu ministère de l'Industrie, ministère de l'Environnement. C'est des gens qui doivent être aussi à notre écoute, nous, usagers, pour comprendre quelle est notre difficulté à aller vers cette décarbonation. On ne sait pas qu'on ne veut pas. On est une ETI, on n'est pas une petite entreprise non plus, mais on n'est pas une entreprise mondiale. On doit faire attention. Nous, on a encore une fois un capital. Notre capital est détenu par d'anciens managers. Donc, c'est des gens qui ont des familles. C'est pas des gens qui sortent de fortune ou des fonds financiers. C'est détenu par des gens comme vous et moi, qui étaient mes collègues auparavant. Donc, on doit faire attention. Mais malgré tout, on y va parce qu'on y croit. Sauf qu'on va être aidé sur une partie, mais pas sur tout. Et seul, on ne va pas pouvoir y arriver. Ça, c'est une certitude. Je suis président de la coalition Rétrofitage 2. Beaucoup d'acteurs de cet écosystème hydrogène on échange tous ensemble. On a le même discours. Des producteurs d'hydrogène, des rétrofiteurs, des chargeurs, des transporteurs, logisticiens. On a le même discours. On a besoin sur l'hydrogène d'une visibilité beaucoup plus forte, que l'État nous dise oui, la mobilité, c'est une priorité avec l'hydrogène. Non. On ne le souhaite pas, mais au moins que ce soit clair. Aujourd'hui, on ne le sait pas du tout et on part un peu à l'aventure. Merci. Bon alors, je vais vous libérer pour la pause parce qu'il vous reste déjà un peu moins de 10 minutes pour ça. Merci encore à tous les deux, Julien et Yann, pour vos interventions. Merci à vous. Merci à tous.